Avant de commencer, je vous invite tous à vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper de nos futures émissions. Ce soir, nous allons aborder un sujet brûlant, l'investiture de Donald Trump et ses implications sur les affaires étrangères. En deux mots, qu'est-ce que cela change dans un monde déjà secoué par de si nombreuses crises? D'un côté, nous avons le bourbier de l'Ukraine. Depuis 2014, les tensions n'ont cessé de croître, avec notamment le non-respect des accords de Minsk. Et plus récemment, l'intervention de l'armée russe. Cette guerre qui divise autant qu'elle inquiète nous pose la question: comment cette situation évoluera-t-elle sous la présidence de Trump? De l'autre, nous avons un Moyen-Orient toujours en ébullition. Entre les richesses naturelles, l'islamisme et des intérêts stratégiques majeurs, Israël et Gaza sont au cœur des débats. Nous parlerons de l'affrontement économique Chine-USA et des BRICS pour l'hégémonie mondiale. Nous nous demanderons ce que l'Amérique fera dans cette région sous l'administration Trump. On nous promet une politique isolationniste, mais est-ce réaliste? Peut-elle tenir dans un monde toujours plus globalisé et sous tension? Enfin, nous poserons une question essentielle pour nous, Français. Quelle place pour la France sur l'échiquier mondial? Et enfin, quelle pourrait être sa position dans un contexte où l'Union européenne vacille, voire s'effondre? Pour nous éclairer, j'ai l'honneur de recevoir ce soir 3 invités exceptionnels, tous 3 membres de la commission Affaires étrangères du mouvement politique citoyen. Laurent Arthur Duplessis n'est pas encore connecté, il va nous rejoindre. Je passe à Laurent Henninger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et cofondateur du mouvement politique citoyen. Philippe Murer, bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous êtes économiste et président du mouvement politique citoyen. Philippe Murer, avant de commencer l'émission, pouvez-vous nous dire ce que sont ces fameuses commissions du mouvement politique citoyen? Alors, les commissions du mouvement politique citoyen, ce sont des groupes de travail sur les thèmes comme l'éducation, la santé, l'agriculture, la police, l'insécurité, où il y a souvent des professionnels qui travaillent avec nous. Ce sont soit des adhérents directement au mouvement politique citoyen qui nous ont envoyé des notes pour y participer, soit des personnalités résistantes qui sont illustrées dans le combat et qui nous ont rejoints donc en commission. Donc, ça permet de structurer le programme tout simplement et de co-construire le programme avec les adhérents. C'est le but et ça va nous permettre de faire un livre, le programme des citoyens français pour sauver la France. Ouais, qui sortira au mois de juin, je crois. Mois de juin ou mois de septembre, peut-être. Mois de juin, tout le monde voudra partir en vacances. Bon, très bien. Messieurs, en tout cas, merci d'avoir répondu présent ce soir. Ça fait des mois que vous débattez au sein de la commission Affaires étrangères, donc merci de nous en faire profiter. Et à vous, chers internautes, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous cette vidéo. Nos invités y répondront à la fin de l'émission. Je vous propose d'attaquer. J'espère que Laurent Arthur Duplessis nous rejoindra en cours. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette première question. Pouvez-vous nous dresser un état des lieux de la situation mondiale? Entre le conflit en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, la guerre économique avec les BRICS et l'avenir incertain de l'Europe, où en sommes-nous aujourd'hui? Je vous en prie, Laurent Henninger. Alors, je vais répondre pour la partie, je dirais, purement géostratégique, et je laisserai mon ami Philippe répondre sur la situation économique globale. D'un point de vue géopolitique, on est rentré dans une période de perturbation, comme on dit dans le domaine nautique, mais beaucoup plus que ça, on est rentré dans une vraie période de crise. Parce que non seulement il y a les guerres, qui sont pas des petites guerres qui peuvent être contenues dans un coin du monde, mais des vraies guerres avec des applications globales, toujours, maintenant. Et puis parce qu'il y a des états de crise économique, mais également, et peut-être même surtout politique, à peu près partout, en tout cas à peu près partout en Occident. L'élection de Trump ouvre une crise. Il ne s'agit pas d'être contre Trump, mais de fait, ça ouvre une crise, peut-être positive d'ailleurs,
Mais ça ouvre une crise dans le monde politique américain. C'est alors pas encore avec les démocrates, parce que les démocrates n'ont pas fini de penser leur plaie de leur défaite et ils sont un petit peu, ils sont encore au vestiaire pour l'instant. Mais la crise est ouverte. Vraisemblablement, Trump ne fait rien pour l'éviter. Il jette même de l'huile sur le feu, ce qui n'est pas forcément une mauvaise stratégie d'ailleurs, au moins de son point de vue. Et il y a la crise au Moyen-Orient. Bon, je m'étendrai pas dessus. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde en entend parler tous les jours aux infos. On a une crise politique en France qui dure depuis déjà plusieurs années, qui est la crise de l'incompétence et de l'illégitimité du gouvernement Macron. Cette crise s'approfondit de jour en jour. Je sais même pas comment il fait pour rester en place. Mais bon, il y a une crise en Allemagne qui est quand même crise politique en Allemagne qui est quand même à la fois le cœur et presque la raison d'être de l'Union européenne et de l'OTAN depuis des décennies. Il y a la crise, une crise terrible en Roumanie et en Géorgie, puisque par 2 fois des élections libres ont donné la majorité à des candidats pour le moins critiques, voire dans un cas la Géorgie pro-russe, et que ces élections ont été annulées par le fait du prince sur demande de l'Union européenne. Et ça va pas passer comme ça. Hein. Déjà, les gens s'organisent dans ces pays-là pour refuser ce diktat. Bon, cette crise, elle est vraiment profonde. Hein. Il y a des pays de l'OTAN et de l'Union européenne qui sont en dissidence ouverte avec la direction de Bruxelles, pour ne pas les nommer la Slovaquie et surtout la Hongrie. Enfin bon, les choses. En Angleterre, il y a une crise sociale et même, on peut dire, ethnique qui est en train de mûrir. C'est un peu partout comme ça. Bon, et je pourrais continuer longtemps. Donc, la guerre en Ukraine qui ne finit pas, mais en même temps, chaque jour qui passe, on voit le gouvernement ukrainien et l'armée ukrainienne qui s'effondrent toujours un peu plus, ainsi que les institutions du pays, la population qui commence tout doucement à gronder, mais bon, pour l'instant, c'est très ténu. Hein. Ils n'osent pas encore gronder trop fort parce qu'ils restent malgré tout patriotes. Hein, ces braves gens. Je suis pas du tout un partisan du gouvernement Zelensky, mais je comprends en même temps le Monsieur tout le monde du peuple ukrainien qui veut défendre son pays. Bon. Enfin, c'est ce dont il a c'est le sentiment qu'il a de ce conflit. Mais de plus en plus de désertion dans l'armée, des choses comme ça va très mal. On ne sait pas comment ça peut se terminer. Et on ne sait pas non plus exactement ce que va faire Trump. Parce que même s'il impose un cessez-le-feu provisoire, ça ne sera pas une solution. Ça sera une solution peut-être à court terme, mais ça ne pourra pas aller bien loin, ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc, il a réussi à l'imposer déjà, ce cessez-le-feu au Moyen-Orient, avec libération d'otages, etc., ce qui a grandement calmé le jeu, ponctuellement. Mais là encore, c'est du ponctuel. Je ne méprise rien de ce genre. Ces décisions et ces actions sont tout à fait justes, tout à fait bienvenues, mais en même temps, je ne me fais pas d'illusions. Est-ce que ça sera suffisant ? Voilà, la situation est pas au beau fixe, hein, et elle n'est pas à l'apaisement globalement. Oui, vous dressez un tableau un peu noir de la situation. Ben oui, pour l'instant, j'arrive pas à voir de point véritablement positif. Je vous dis, il y a ce point positif du cessez-le-feu imposé par Trump, mais c'est un petit et fragile point positif.
Je sais pas trop. J'ai beau chercher, j'en trouve pas. Alors peut-être y en a-t-il d'autres. Hein, Moi, j'en donnerai tout à l'heure. Bon, bah, Ouais. j'ai fini de brosser ce tableau, à moins qu'on me demande des précisions. Mais Alors, je pense qu'on pourra rentrer dans les détails tout à l'heure. oui. Hein. Est-ce que Philippe peut prendre le relais sur l'aspect économique global? Non, mais Bien sur l'aspect sûr, mais géopolitique, même. Donc, Ouais. état des lieux des tensions internationales, bah, en fait, bon, je vais le faire plus prosaïquement, c'est-à-dire après 4 ans de Biden, en fait, l'inutile guerre en Ukraine et les sanctions qui ont été hyper violentes contre la Russie ont conduit tout simplement les rapports de force mondiaux à un affrontement larvé entre les États-Unis et les vassaux européens et les BRICS. Et en fait, pour moi, la guerre en Ukraine a cimenté les BRICS. Et c'est une donnée majeure qui ne va pas bouger facilement. Ça. Oui. Il faut bien se rappeler comment les BRICS sont nés. Ils sont nés c'est les USA qui ont imposé la mondialisation économique. Ils ont créé, depuis 40 ou 50 ans, ils ont créé leurs propres concurrents. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire leur place à ces gens dans les institutions internationales selon leur poids. Et ils ont mené, depuis 2010, des guerres de plus en plus inutiles, de plus en plus illégitimes, de plus en plus énervantes. Ce qui a fait que les concurrents sont devenus des adversaires et se sont cimentés avec la guerre en Ukraine. Donc tout ceci pour une mondialisation économique qui a engraissé quelques riches et qui a appauvri les peuples et les nations. Donc immense gâchis. Biden, le mondialiste, il laisse une Amérique affaiblie qui est contestée par les BRICS et un monde chaotique en voie de devenir multipolaire. C'est ce que tu dis, c'est très chaotique et difficile à structurer. Il y a 3 choses, c'est la guerre en Ukraine, donc c'est une guerre de proxy des États-Unis contre la Russie qu'ils sont en train de perdre, elle est quasiment perdue aujourd'hui, et on a une Ukraine détruite pour rien avec 1 million de morts. C'est pas rien, c'est gigantesque. On a ce massacre du 7 octobre et l'horrible guerre qui s'en est ensuivie, et quand on pense, je suis allé chercher des choses sur Netanyahou, même Netanyahou en 2020, il disait qu'il était prêt à négocier pour un chemin vers un futur État palestinien si les Palestiniens reconnaissaient l'État hébreu. Alors, c'est certes que des paroles, mais on voit le recul gigantesque aujourd'hui de la situation. Et puis, Biden, il a contribué à ce que vous avez appelé en commission affaires étrangères un crime international majeur. Je crois que c'est toi, Laurent, qui a trouvé ce nom en Syrie, avec les États-Unis, la Turquie, les bombardements israéliens qui ont assassiné un État-nation arabe et laïque, et pour y mettre un régime islamiste. C'est gravissime, et si on n'aime pas Bachar el-Assad, je pense qu'il construisait quand même une nation laïque, et là on a mis un islamiste, un ancien de Daesh quand même, on est quand même chez les fous, un ancien de Daesh, et qui est au HTS, donc c'est tendance Al-Qaïda comme Al-Nusra, c'est le nouveau nom. Donc on a un pays sous la coupe de l'islamisme le plus radical, où le ministère de la Justice, il y a quelques années, lapidait et tuait plusieurs femmes accusées de prostitution. Donc la vie des femmes et des hommes en Syrie va être terrible, avec des risques de guerre civile totale. Donc l'assassinat d'un État-nation, c'est ce qu'il y a de pire. Et moi j'ai honte que le gouvernement français ait laissé faire ça. N'est rien fait pour empêcher. Je ne dis pas qu'on pouvait y arriver au moment où on pouvait essayer d'empêcher un tel crime, et l'État français s'en est réjoui, en totale contradiction avec l'ADN de la France. Laïque arabe qu'on détruit après celui de Kadhafi, entre parenthèses. Tout à fait. Et après l'Irak aussi, le parti basse irakien aussi. Donc, tout à fait. Et mine de rien, ça fait 1 million de morts en Irak. Hein. La guerre et les sanctions américaines ont fait 1 million de morts. Quoi. Voilà, tout ça, c'est en totale contradiction avec l'ADN de la France. C'est là où on a mal, parce que la France est une puissance d'équilibre et de paix. On en parlera de ça, qui combat les effets de déstabilisation des empires, qui se bat pour l'équilibre du monde, très clairement, et pour la souveraineté des nations. Et tout ça depuis près de 800 ans. Voilà, donc on se retrouve vraiment avec les BRICS qui disent se battre pour un monde multipolaire de nations libres et souveraines, ce qui est tentant, hein, contre les USA et les vassaux européens. C'est la grande donnée des temps géopolitiques à venir. C'est vrai, je renchérirai là-dessus. Comme quoi j'étais d'humeur un peu trop sombre tout à l'heure. Les BRICS peuvent représenter un espoir. Je dis bien peuvent, parce qu'il ne faut pas non plus s'illusionner. C'est pas des anges, hein. Personne n'est un ange d'ailleurs en politique. Hein. Mais
même si les BRICS peuvent éventuellement, tôt ou tard, nous décevoir, le fait qu'ils existent en tant que tels, de façon indirecte, ça affaiblit et ça fragilise la position impériale dominante. Donc, tout à fait. Et je me permets, Laurent, je vais dire quelque chose que ne disent pas les géopoliticiens, ce qui est normal. Les Américains ont essayé de dominer le monde de façon militaire, de façon assez insupportable. Par contre, les Chinois sont tout aussi insupportables en essayant de détruire les autres économiquement. oui. Parce que les Chinois ont 1000 milliards de dollars d'excédent commercial sur le reste du monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déstabilisent les balances commerciales, les dettes extérieures et les industries du monde entier. Absolument. Dans un égoïsme le plus total. Donc la Chine et les États-Unis, en fait, c'est un peu le même combat, quoi, d'une certaine manière. Les Chinois, sachant qu'en plus, les Chinois ont une revanche à prendre sur l'Occident, sur les États-Unis, l'Angleterre, la France, c'est-à-dire la guerre de l'opium qu'ils n'ont pas digérée, où ils ont été soumis et humiliés. Et il y a dans l'inconscient chinois, parce qu'on dit beaucoup de gens qui sont partis en Chine, et même plus que dans le conscient, une volonté de revanche sur l'Occident. Oui. Mais alors, messieurs, aujourd'hui, Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, pour nous, Français, qu'est-ce que ça va changer d'un point de vue, d'une part, géopolitique? Assistons-nous au retour d'une politique isolationniste américaine ou au contraire à une expansion démesurée? Et plus largement, quid de l'impérialisme américain sous cette nouvelle administration? Laurent? Alors là, c'est difficile. D'abord parce qu'on n'a encore pas vu grand-chose, mais on a quand même vu 2-3 petites choses qui permettent de humer l'air. Je pense que l'élection de Trump, moi j'aurais été américain, j'aurais voté pour Trump, de toute façon, donc qu'on m'accuse pas d'être un anti-Trump, j'aurais voté pour Trump, ne serait-ce que pour voter contre les démocrates et Biden, enfin et le camp d'en face, ne serait-ce que pour ça, qui était une catastrophe. Trump, je pense qu'il va être positif aussi dans la vie intérieure américaine, ne serait-ce que d'un point de vue politique, social, sociétal même, intellectuel. Il va, je pense, faire une vraie contre-offensive intellectuelle et politique et idéologique contre le monde woke et ses différentes déclinaisons. Donc ça, c'est bien. Au niveau international, alors, il remue, il bouge beaucoup, il roule pas mal des mécaniques. Là aussi, ça peut être une stratégie ou une tactique tout à fait judicieuse. C'est pas, il n'y a aucun jugement de valeur quand je dis ça. Je pense pas qu'il ait l'intention de s'emparer par la force du Groenland, du Canada ou du canal de Panama comme il l'a laissé entendre. Bon, mais encore que après tout. Pour le Panama, c'est pas certain. Mais neutralité complète, isolationnisme complet, comme on a pu le connaître il y a très longtemps pour nous dans l'histoire américaine, c'est-à-dire, et ça remonte à avant la Seconde Guerre mondiale, quand je dis il y a très longtemps, la dernière fois qu'on avait vu ça, il y a une chance que ça se passe, mais c'est peu probable. L'Amérique est trop impliquée, ne serait-ce qu'économiquement et tout ça, elle a des pseudopodes partout, elle peut pas, je pense, comme ça, sur un claquement de doigts, se permettre de se replier totalement sur elle-même. Mais il a brandi la menace d'une sortie de l'OTAN. Là aussi, pour l'instant, je pense que c'est uniquement du roulage de mécanique. Comme dit il y a une expression populaire française qui me semble tout à fait appropriée, qui dit que de la gueule. Vous voyez, je pense que pour l'instant, c'est encore de ce registre-là. Mais je maintiens toujours qu'il y a une chance que ce soit pas que de la gueule. Ça va dépendre des circonstances. Mais imaginez si ça se passe, c'est la fin de l'OTAN, littéralement, parce que c'est pas l'Union européenne, parce qu'en matière de roulage de mécanique, Trump il roule des mécaniques, mais au moins il a de quoi rouler des mécaniques. L'Union européenne, elle essaie de rouler des mécaniques, elle a vraiment pas de quoi le faire, quoi, vous voyez.
Et l'Union européenne dit qu'ils pourront prendre la suite de l'OTAN, créer une OTAN européenne, etc. Je ne crois pas une demi-seconde. Bon. Je pense qu'on peut s'attendre à la fois à moins d'interventionnisme et plus d'interventionnisme. Moins d'interventionnisme au sens qu'il ne va pas, c'est à peu près certain, il ne va pas se lancer sans arrêt dans des guerres pour le rétablissement des droits de l'homme et du droit de telle ou telle minorité et de autres considérations souvent hypocrites et oiseuses, comme ont pu le faire les démocrates depuis pas mal de temps qu'on les voit au pouvoir. En revanche, donc il sera, je pense, assez calme à cet égard. En revanche, on peut l'imaginer, c'est là qu'il y a un paradoxe, on peut l'imaginer beaucoup plus brutal. Et revenir à une politique américaine extrêmement brutale dans certaines interventions soigneusement ciblées, hein, comme on dit, moins mais mieux. Bon, mieux. Alors là, le mieux est à mettre entre guillemets, hein, par contre. Mais ces modèles, et là c'est l'historien qui vous parle, ces modèles, ce sont des présidents américains du 19e siècle et du début du 20e siècle que furent Andrew Jackson et Theodore Roosevelt, à ne pas confondre, c'était l'oncle de celui qu'on connaît pendant la Seconde Guerre mondiale, Franklin Roosevelt, c'est pas le même. Teddy Roosevelt, qui était un républicain lui aussi, alors que son neveu Franklin était démocrate, fermons la parenthèse, et qui étaient des partisans d'intervention effectivement pas systématiques, pas si nombreuses, mais quand ils avaient besoin d'intervenir quelque part, ils demandaient leur avis à personne. Vous me direz, ça n'a pas beaucoup changé, c'est vrai, mais ils y mettent les formes maintenant, un petit peu. Andrew Jackson et Teddy Roosevelt ne mettaient aucune forme. Ils avaient un différend grave quelque part dans le monde, ils intervenaient tout de suite sans discuter et ils cognaient très dur, quitte à se retirer juste après. Pas toujours. Mais je pense que Trump va plutôt s'orienter vers une géostratégie de ce type et il y sera encouragé par le fait que de toute façon, il va y avoir des crises un peu partout dans le monde, des crises économiques, politiques, ethniques, etc., qui vont provoquer des appauvrissements de pans entiers de population au pluriel, de la ruine de nations entières, que ça va faire du grabuge, forcément, il y en a toujours dans ces cas-là, c'est normal. Mais lui, il n'aura pas d'état d'âme. Je pressens plutôt quelque chose de ce genre. Ouais, un expansionnisme tout de même. Pas forcément expansionniste. D'un point de vue économique. Oui, enfin, pas forcément expansionniste, mais au sens parce que expansionniste, il y a expansion, mais il y a un côté peut-être un côté défense non complexée et brutale de mes intérêts à chaque fois que je perçois un demi-millimètre de menace. Un pays souverain en quelque sorte. Ah oui, pleinement, oui. Philippe Murer. Alors moi, j'avais déjà envie de parler de l'investiture avant de parler de ce qui va se passer, parce que en fait, on a vu un grand show à l'américaine avec l'investiture de Trump et on voit la force d'attraction, l'enthousiasme, eh bien que la puissance que déclenche la mise en avant du patriotisme. Et autant on aimerait bien, j'ai vu beaucoup d'internautes dire qu'ils aimeraient bien avoir un tel phénomène en France, c'est-à-dire avoir un homme aimé du peuple, le peuple pense qu'il va gouverner pour lui, et donc le peuple l'aime en retour. C'est l'inverse de ce qui se passe chez nous avec Macron, haï, détesté, qui gouverne contre le peuple et contre la nation. L'autre chose qui est intéressante, c'est quand même que Trump a les mêmes combats que nous, en fait, en France, sur certains points. C'est-à-dire le wokisme dont tu parlais, la dégénération wokiste contre lequel il se bat, l'amour de la nation, la première, ça c'est important, la liberté d'expression, l'arrêt des flux d'immigration,
clandestine aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il fera sur la légale. Et le protectionnisme pour réindustrialiser, redonner de la richesse qui sera ensuite répartie entre tous les Américains. Et puis la lutte contre les organisations mondialistes comme l'OMS. Voilà, donc c'est quand même, il faut se réjouir un peu et ça va nous aider d'avoir un président américain qui porte des combats similaires aux nôtres. Et puis en plus, on en a pris tellement plein la figure, quoi. Nous, depuis 2020, avec la dictature covidiste qui a duré 2 ans, la guerre en Ukraine qui a été insupportable, qui nous a beaucoup appauvris, l'escrologisme et la tyrannie escrologiste, la caste qui devient de plus en plus mauvaise et détestée, qui veut faire taire le peuple, donc le débat et la démocratie. Enfin, c'est quand même dur. Et avec Trump, c'est quand même, moi je trouve, un grand vent de liberté qui souffle en Occident. Et j'aurais préféré que ce vent soit français, hein. Malheureusement il est américain, mais en tout cas, profitons du vent dans les voiles pour faire avancer tous nos combats qui sont la libération de la France, de la caste qui nous pourrit la vie, et de cette caste incompétente dont tu parlais, Laurent, et aussi de l'Union européenne. Mais la victoire pour moi de Trump en septembre aux élections présidentielles, c'est un séisme parce que pour moi, c'est la défaite de Stalingrad des mondialistes. Alors, c'est vraiment quelque chose de terrible pour eux. Ils le savent, ils paniquent. D'ailleurs, les démocrates républicains sont complètement résignés et ils devront complètement changer le fonctionnement du parti parce que non seulement ils sont décrédibilisés, mais en plus, il y aura beaucoup d'affaires qui vont sortir. Trump va se venger et va sortir toutes les affaires des démocrates. Et il y a beaucoup de choses. L'affaire du Capitole, très probablement faite, enfin, d'après ce qu'on sait, par un lien avec des antifas et des services américains. Enfin, tout ce qu'il y a à sortir, le Covid aussi. Vous avez vu que Anthony Fauci, en fait, c'est un aveu de Biden, vient d'être gracié aujourd'hui, de façon préventive. Gracié de façon préventive, alors que c'est lui qui a mené toute la crise Covid dans le monde. Biden vient de gracier de façon préventive toute sa famille, par un décret 20 minutes avant de partir. On est dans une république bananière, quoi, là, en fait, très clairement. Ah ouais. Formidable. Complètement scandaleux. Et n'oublions pas que les mondialistes avaient très très peur de Trump, puisqu'ils ont quand même réussi à interdire son Twitter en 2020. Dans le pays du premier amendement de la liberté d'expression, c'est quand même une crise incroyable. Il a eu 11 procès et même des procès intentés par des démocrates pour l'empêcher de participer aux primaires républicaines. Et puis 3 tentatives d'assassinat qu'on oublie, parce que la presse n'en parle plus. Et il a échappé à la mort de très très peu. Et c'est là d'ailleurs peut-être où l'élection a basculé en partie. C'est le moment où il s'est levé, avec le poing levé, fight, 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 alors qu'il avait l'oreille en sang et qu'il venait d'échapper à un assassinat. Donc c'est un vrai combattant, Trump, disons-le. Il a plein de défauts. Un combattant qui défend la nation américaine et veut la rendre plus puissante. De toute façon, c'est MAGA, Make America Great Again. Il défendra les intérêts américains, mais pas les intérêts français. Il ne faut pas être coupablement naïf de ça. Toi, tu ne l'es pas, Laurent, je le sais, Pierre, mais certains sont un peu naïfs de cela. Alors, est-ce qu'ils vont être isolationnistes ou impérialistes ? J'ai retravaillé un peu le sujet de l'histoire des États-Unis. En fait, on a l'idée où ils étaient isolationnistes. En fait, même au 19e siècle, dans les années 1830, 50, etc., déjà, les États-Unis faisaient la guerre un peu partout. Oui. En fait, je l'avais oublié. La conquête du Mexique, bon, ça on le sait, mais on l'oublie. Ils sont intervenus en Chine, ils sont intervenus au Japon, à Haïti, à Hawaï, aux Philippines aussi. Donc le peuple, il est peut-être isolationniste, je n'en sais rien, mais les élites américaines, elles sont le plus souvent guerrières. Et ça, c'est lié à la vision messianiste américaine, la destinée manifeste qu'ils se perçoivent en tant que peuple, un peuple de pionniers, de conquérants finalement, un peuple élu qui, après être apte à dominer tout l'Ouest américain, finalement, se dit qu'il est apte à gouverner le monde. Alors, je vais chercher quelques indices pour savoir ce que va nous faire Trump. Les premiers indices, c'est déjà le premier mandat de Trump. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lutté contre la puissance économique chinoise en imposant des droits de douane, et c'est le premier qu'il a fait en 2018, et ça a marché d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que c'est le premier président depuis très longtemps à ne pas avoir déclenché de guerre. On sait que les Bush père et fils ont déclenché des guerres en Irak et en Afghanistan, Clinton au Kosovo, en Yougoslavie sur le sol européen. Et ça, les Européens n'y ont vu que du feu. Mais le colonel Jacques Hogar, qui est en commission, est un spécialiste de ce sujet, puisqu'il a été là-bas et il raconte ce qu'il s'est passé. Voilà, Obama avec la Libye et la Syrie, le prix Nobel de la paix.
Deuxième point, Trump, il a quand même réussi à réconcilier Israël avec des États arabes, dont les Émirats arabes unis, avec les accords d'Abraham, Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, etc. Donc ça, c'est un bon point. Il a toujours dit vouloir ramener les soldats américains à la maison, hein, et a commencé le déménagement d'Afghanistan et de Syrie. Il a même laissé un peu Poutine pacifier la Syrie, il a laissé faire, alors qu'il aurait pu empêcher et se battre sur le terrain. Donc, et il a répété hier ce qu'il avait dit chez Tucker Carlson en novembre, je ne veux pas de guerre. Je ne veux pas de guerre, nous avons bombardé tout le Moyen-Orient, disait-il. Qu'avons-nous obtenu? Rien, si ce n'est un grand nombre de morts. Voilà, donc quand même, Trump n'est pas un grand guerrier, et pas un guerrier militaire, et ça, c'est important de le dire. Allô. Autre point, il a choisi Peter Hegseth comme ministre de la Défense. Cet ancien soldat, il veut rendre l'armée américaine virile pour que l'armée soit respectée. Finir avec l'armée LGBT de Biden qu'il avait commencé à rendre LGBT. Trump, il a choisi aussi Marco Rubio comme ministre des Affaires étrangères. C'est un autre indice. Donc, c'est un faucon anti-Chine. Voilà. Il est très remonté contre la Chine, donc ça nous donne des choses dessus. L'impression que j'ai, c'est que Trump va jouer la paix par la force. Civis pacem parabellum, ça va être sans doute ce qu'il va faire. Si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est-à-dire sois armé pour ne pas être envahi et avoir la paix. Donc, autre point, Trump, il est plus préparé, mieux déterminé, il a choisi des gens loyaux, donc il pourra mener une politique beaucoup plus sérieuse et il va essayer de façonner le visage de l'Amérique. Donc moi, mon point, c'est que je pense que Trump ne va pas se battre au niveau militaire, pas mener de guerre, il va devoir terminer une guerre, ce qui est très difficile. Il va devoir terminer une guerre que les États-Unis ont perdu contre l'ennemi archétypal, la Russie, depuis 1945. Et c'est pour ça, je pense, qu'il fait beaucoup de bluffs autour du Canada, etc., autour du Groenland. C'est pour faire oublier tout ça aussi. C'est pour déstabiliser tout le monde et faire oublier cet énorme échec de l'Amérique qu'il va devoir endosser. Moi, je pense que Trump il va essayer de rendre la nation américaine plus forte sur le plan économique, surtout. Il va essayer de rendre l'Amérique puissante et d'affaiblir la Chine. Après, il est imprévisible. C'est pas simple, il bluffe beaucoup, il manipule beaucoup. Très, très difficile. Donc, tout est ouvert. Mais moi, c'est mon hypothèse centrale. Et dans ce monde le multipolaire, finalement, qui s'ouvre, hein, eh bien, la France a tout intérêt à avoir un leader qui défend aussi ses intérêts de nation, comme Trump le fait, comme Poutine le fait, comme Xi Jinping et tous les pays du monde. Hein. Et il faut être hors de l'Union européenne pour ça. Et la France y gagnerait beaucoup, quoi. Elle pourrait, par exemple, rester alliée avec les États-Unis, tout en dialoguant avec les BRICS. De Gaulle avait fait ça. De Gaulle avait fait ça dans les années 60. Il était allié avec les États-Unis. Il a reconnu la Chine communiste en tant que pays. De la même manière, il est allé dialoguer en pleine guerre froide pour prôner la détente il est allé dialoguer à Moscou, mais il a même coopéré avec la Russie sur la télévision, quand même, à l'époque, hein, entre le système français et le système russe. Donc et qu'est-ce que ça a fait? Ça a permis à la France d'être plus puissante, d'avoir plus de cartes dans son... Ah. Philippe, on vous a perdu. Il y a un problème technique, je pense. J'en profite pour accueillir Laurent Arthur Duplessis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi pour mon retard. Je suis encore un peu néophyte sur mon iPad. Non, il y a aucun problème. Bonsoir Laurent Arthur Duplessis. Alors, vous êtes géopolitologue, ancien journaliste au Figaro Magazine. Oui. Vous êtes passé aujourd'hui dans la presse alternative, oui, notamment sur Radio Courtoisie et Géopolitique Profonde. Oui. Voilà. Alors, on a commencé l'émission il y a un peu plus d'une demi-heure. On a dressé, si vous voulez, un bilan de la situation internationale. Oui. Et on en est à la question, voilà, Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche, qu'est-ce que ça change? Puis je vais laisser Philippe, qui vient de nous revenir, continuer. Oui. Moi, j'avais terminé ce que j'avais à dire. La stratégie de la France, c'est ça. C'est redevenir une nation qui parle au monde entier, dialoguer avec les BRICS, rester allié des Américains comme on l'a toujours été, même si on a eu souvent quelques frictions, hein, parce qu'on est le monde français, un monde franc contre le monde anglo-saxon. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on va parler tout à l'heure de la position que devrait avoir la France aujourd'hui dans ce monde.
Laurent Arthur Duplessis, alors, outre le bilan, Trump à la Maison-Blanche, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, eh bien, alors, effectivement, c'est un très grand événement du point de vue, je dirais, des questions sociétales qui agitent l'Occident, puisque Trump se veut le héros a été il veut instruire le procès du wokisme. Donc, ce wokisme ravageur de l'Occident, il en est donc un des grands contempteurs. Ça, c'est sur le plan sociétal. Sur le plan des relations internationales, j'adhère parfaitement à ce qu'a dit Philippe à l'instant. C'est qu'effectivement, Trump va jouer à fond une politique dite transactionnelle. Il va négocier avec les différents partenaires des accords commerciaux et des tarifs douaniers avec la brutalité qu'on lui connaît tout de même. Et je pense que les pays européens auront beaucoup à souffrir des négociations douanières avec Trump parce qu'il va imposer des tarifs douaniers les plus élevés possibles pour que cela profite à l'économie américaine, America First. Il ne va pas effectivement jouer la carte militaire, mais il va jouer la carte douanière. Son arme, c'est les droits de douane, c'est pas les armements militaires, même si par ailleurs, il ne va pas diminuer l'effort budgétaire de la défense nationale américaine, qui est à plus de 900 milliards de dollars actuellement. Il ne va pas, je dirais, diminuer donc cet effort de défense nationale, mais il va principalement jouer donc la carte transactionnelle, la carte douanière, la carte des négociations commerciales. Mais les pays d'Europe auront beaucoup à souffrir, je crois. Et on les voit d'ailleurs qui, en ordre dispersé, vont faire allégeance à Trump, ont commencé à faire allégeance avant même qu'il soit à la Maison-Blanche. Et je crois qu'en Europe, chacun va jouer sa carte de son côté, auprès de lui. Et je crois que Philippe a parfaitement raison. Il faut absolument un leader français qui soit on peut dire, d'une certaine façon, une lointaine réplique de De Gaulle, si on veut, et qui puisse défendre les intérêts de la nation française, qui a une carte énorme à jouer avec son énergie nucléaire. Il faudrait qu'elle sorte du marché européen d'électricité et qu'elle redevienne un pôle d'attraction majeur en Europe avec une énergie pas chère, une énergie nucléaire donc pas chère, qui pourrait avoir un effet d'attraction sur les industriels des pays d'Europe, qui, au lieu d'aller s'installer aux États-Unis, comme commencent à le faire les industriels allemands, pourraient peut-être venir s'installer en France en payant l'électricité 3 fois moins cher qu'ils ne la payent. Et on sait que l'énergie, c'est le sang de l'économie. La France, elle a un atout majeur avec son parc nucléaire, qui est relativement remis à niveau maintenant, relativement, malgré les coûts qui lui ont été portés. Et donc, je dirais que face à la sévérité douanière américaine, il faut absolument que la France récupère ses cartes nucléaires et joue la carte énergétique pour s'en sortir. Et à ce moment-là, elle aura un avantage comparatif énorme par rapport aux autres pays d'Europe. Mais pour ça, il faut une direction politique courageuse et il faut des gens qui soient sincèrement souverainistes et qui ne soient pas des mondialistes. Et juste un point, Laurent. En fait, la France, elle va payer pour l'Allemagne parce que en fait, l'Europe a 160 milliards d'euros d'excédent commercial avec les États-Unis, principalement l'Allemagne et la Hollande. Et la France est à zéro, voire en négatif. Oui. Et en fait, on va devoir payer pour les excédents commerciaux allemands avec des droits de douane. Donc, si on était hors de l'Union européenne, on pourrait négocier avec Trump en disant, regardez, on n'a pas de déficit commercial avec vous, on est même en léger déficit commercial avec vous, donc pas besoin de tarifs douaniers. Et ça passerait. Et là, on va être sanctionné donc, par Trump parce qu'on fait partie de l'Union européenne. Donc, l'idée de l'Union européenne qui a un bouclier, c'est une vaste blague. Ah oui,
il faut sortir de l'Union européenne et je dirais il faut sortir de l'euro aussi. Vous êtes en train d'attaquer ma troisième question avant même que je vous la pose, ça c'est magique. Mais merci en tout cas pour cette partie et effectivement, cela soulève une question fondamentale dans ce contexte. Quelle devrait être la position de la France, sa place et sa stratégie? Alors oui, imaginons une France hors de l'Union européenne ou encore dans le contexte où l'Union européenne s'effondre sur elle-même, parce que ça peut arriver. Quelle stratégie devrions-nous adopter pour préserver notre souveraineté et nos intérêts? Vous avez commencé à y répondre, Laurent Arthur Duplessis, merci. Laurent Henninger. Pour moi, la stratégie que devrait avoir la France, ça serait d'être, d'être parfaitement souverainiste dans tous les domaines, de reconstruire son industrie, de reconstruire son économie, son agriculture et ses agriculteurs au passage. Ça serait de reconstruire également tous les organismes de l'État qui ont été détruits, je pense particulièrement au corps diplomatique, mais on pourrait en citer d'autres là encore. Ça serait de reconstruire l'éducation nationale, de reconstruire beaucoup de choses et de mener une politique internationale qui soit authentiquement westphalienne, c'est-à-dire avec des États-nations qui soient à statut d'égalité et qui négocient entre eux, c'est-à-dire un monde multipolaire qui est beaucoup moins dangereux et beaucoup moins belligérant qu'un monde mono ou bipolaire. Des choses comme ça, il y aurait beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Hein. C'est pas les chantiers qui manquent. Voilà, pour l'instant, c'est les premières choses auxquelles je pense. D'ailleurs, peut-être pourrait-on songer au fait qu'on terrorise à longueur de journée et d'année le bon peuple en expliquant que sortir de l'euro, ce serait un cataclysme économique et financier pour la France. Ce serait un désastre pour le peuple français. Or, ça demande examen. Puisqu'en effet, sortir de l'euro, certes, il y aurait quelques turbulences, bien sûr, mais il y aurait aussi énormément d'avantages en contrepartie. Et le solde de cette sortie de l'euro ne serait pas forcément à court terme, j'entends. À moyen long terme, ce serait très positif, mais à court terme, je pense que ça serait quand même gérable. Philippe a sans doute un avis plus éclairé que moi là-dessus. Juste un mot, un gros problème aussi auquel on pourrait enfin s'attaquer si on sortait de l'Union européenne, c'est régler la question de l'immigration sauvage, même de l'immigration tout court, et mettre non pas un frein, mais un stop définitif à une forme d'invasion qui détruit le tissu social français et il ne s'agit pas de créer un apartheid ni de foutre tout le monde dehors, mais arrêter de recueillir sans contrepartie même avec d'ailleurs, des centaines de milliers de migrants qui n'ont rien à faire en France et on ne peut pas porter la misère de l'humanité sur nos frêles épaules. Tout à fait. Alors, pour répondre à la sortie de l'euro, effectivement, c'est rester dans l'euro qui est une catastrophe aujourd'hui. Ouais. Qui crée des faillites d'entreprises comme on n'a jamais vu depuis la grande crise de 2008, c'est au-dessus de la grande crise financière de 2008. Ouais. Et les gens qui avaient de l'épargne ont perdu avec l'inflation 7 ou 8%. En fait, ils croyaient qu'ils allaient perdre dans la sortie de l'euro, c'est ce que leur dit la casse, mais leur casse leur ment tout le temps. Il faut arrêter d'écouter. Sortir de l'euro. Moi, j'avais fait l'étude avec Jacques Sapir pour Jean-Pierre Chevènement, pour Respublica, pour scénario de sortie de l'euro. On faisait une dévaluation, je crois, de 25% du franc, enfin plusieurs dévaluations. Ça faisait 3% d'inflation, mais ça créait beaucoup de croissance, 1 million d'emplois, parce qu'il faut bien comprendre que quand le franc se dévalue de 25%, il n'y a qu'une partie des produits qui sont importés, faible en fait par rapport à l'ensemble de l'économie française. Donc l'inflation est faible. Pour vous dire, les gens sont complètement, ils ne se rendent pas compte. Moi, j'ai vécu en 1994 la division par 2 de la lire. 1 mark valait 700 lires, c'est passé à 1 mark qui gagne 1400 lires. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu de l'hyperinflation en Italie? Pas du tout, il y a eu 4-5% d'inflation. Elle a divisé par 2, ce qui ne sera pas le cas de la France. Divisé par 2 la monnaie. Voilà.
Donc, la France, ça sera 20-25%. Et derrière, bah, évidemment que ça permet de… Tous les produits faits en France s'exportent très facilement, notamment vers l'Allemagne, qui perdra 25% de compétitivité. Et tous les produits, par contre, allemands auront plus de mal à s'importer en France. On est gagnant à 100%. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, même s'il y a un tout petit peu d'inflation, on peut réindexer les salaires sur les prix, le SMIC et d'autres salaires sur les prix pour compenser tout ça. Alors moi, ce qui me semble essentiel, la position de la France, c'est qu'il y a deux choses fondamentales qui vont se passer dans les années à venir. Il y a le phénomène de démondialisation économique, qui en fait a déjà commencé depuis pratiquement 10 ans, doucement, mais qui s'accélère. On voit les droits de douane qui sont mis par les États-Unis face à la Chine et même par l'Europe en partie face à la Chine. Donc on est dans une démondialisation économique et c'est tout à l'avantage de la France pour pouvoir reconstruire son industrie, sa prospérité et se glisser dedans. L'autre phénomène, c'est l'affrontement pour la domination mondiale entre les États-Unis et les BRICS. Mais si vous voulez, il y a quelque chose de fondamental. C'est que pour moi, il n'y aura plus d'hégémone mondiale, c'est terminé. C'est-à-dire pour moi, l'hégémone mondial américain, il n'a plus les épaules pour le porter. Et d'ailleurs, les autres pays du monde ne lui obéissent pas. La Chine, la Russie et l'Inde, et elles se débrouillent très bien. Mais la Chine ne peut pas le porter. Et ça, c'est pour quelque chose que les gens ne savent pas parce qu'on en parle très très peu. C'est qu'en fait, ils ont un problème démographique gigantesque. Les Chinois ont arrêté la politique de l'enfant unique il y a plus de 10 ans. Et le taux de fécondité des femmes continue à plonger. Il est à 1 enfant par femme. Donc, il faudrait 2 enfants par femme. Ils sont à 1 enfant par femme. C'est gravissime. Donc, les Chinois vont avoir une baisse de 40% de la population en âge de travailler, donc les forces vives, dans les 25 prochaines années. On ne peut pas devenir l'empire mondial quand on a un problème de cet ordre. En plus de ça, ils sont très affaiblis économiquement, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils n'ont aucune croissance économique parce qu'ils sont dans une situation à la japonaise. Ils ont ce problème démographique en même temps que l'éclatement d'une bulle immobilière gigantesque gonflée à l'hélium en Chine. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les taux en Chine sont à 1,6%, 1,7% à 10 ans, ce qui signifie que les marchés financiers chinois parient sur un problème gravissime de croissance et de déflation. Donc la Chine, en fait, ne pourra jamais devenir l'empire économique, l'empire qui domine le monde. Les États-Unis ne peuvent plus être l'empire qui domine le monde. Donc, nous sommes dans un monde multipolaire là-dessus. Et la France a tout à jouer, justement, avec ce que disait Laurent, l'ordre vestalien, 2 nations libres et souveraines dans un ordre multipolaire. La France a tout à jouer là-dedans, puisque c'est son ADN, très clairement. Et si on accumule à la fois l'avantage économique de l'énergie nucléaire en sortant du marché européen d'électricité, plus la sortie de l'euro, on aurait à ce moment-là une compétitivité assez extraordinaire, en fait. Bien sûr, et puis quand on va se débarrasser des normes bureaucratiques européennes qui sont gigantesques, parce qu'il y a des traîtres à la nation qui disent que c'est les normes françaises qui sont le problème. J'ai été au Parlement européen, j'ai voté pour des normes européennes, je me renseignais, je ne savais pas pourquoi voter. Je veux dire, on me demandait s'il fallait 2 picogrammes de pesticides maximum ou 1,5 ou 0,3. Aucune idée, quoi, franchement. Aucune idée. L'empire des normes, c'est l'Union européenne et ça coûte très, très cher aux États, très clairement. Et une dernière chose que je voulais dire, en fait, je me demandais, et je vais vous demander de réagir et de me dire ce que vous en pensez. En fait, l'Union européenne, c'est un empire mou, c'est un empire bureaucratique de papier qui étend ses frontières sans arrêt. On en est maintenant à vouloir aller à l'Ukraine, qui sont très, très loin de chez nous et de notre histoire, et même à la Géorgie, qui est quasiment en Asie. Donc, pendant des siècles, l'Europe, elle était forte quand elle était en compétition et coopération avec des pays séparés. C'est le livre de David Cossandet, vous le connaissez peut-être, qui est vraiment très intéressant et qui montre que ça se passe dans toutes les régions du monde. Ça s'est passé pour les Arabes, ça s'est passé pour les Chinois aussi. En fait, quand il y a un empire qui rigidifie tout, le pays s'appauvrit, il n'y a plus de créativité, le continent s'appauvrit. Quand l'Europe était éclatée entre différents petits pays ou moyens pays en compétition et en coopération, c'est là où il y a le plus de créativité, c'est là où s'est fait la civilisation européenne. Et il y en a certains, c'est l'erreur en fait, de certains qui prétendument défendent la civilisation européenne sans se rendre compte qu'ils luttent pour la disparition de la civilisation européenne avec l'Union européenne ou son affaiblissement. C'est une erreur stratégique parce que bien sûr, c'est l'Union européenne qui détruit la France et l'Europe. Ça, tout le monde en est à peu près conscient maintenant. C'est une erreur historique puisque donc la civilisation s'est développée avec des pays libres, des nations libres
et elle s'est affaissée avec des nations enchaînées. Et puis, ça me semble être un contresens, et c'est là où je vous parle en tant qu'historien, parce que c'est une trahison de ce qu'est la France, finalement. Parce que la France s'est, depuis Philippe le Bel, battue pour des nations libres et souveraines. Alors que l'Allemagne, à l'époque, c'était le Saint-Empire romain germanique, se battait pour un empire unifié, une espèce de toute l'Europe chrétienne. Donc finalement, cette notion peut se demander si l'Union européenne, ce n'est pas une sorte de victoire de la vision du Saint-Empire romain germanique allemand. D'ailleurs, c'est les Allemands qui gouvernent l'Union européenne contre la vision de la France de nation libre et souveraine. Et ceux qui défendent la civilisation européenne, entre parenthèses, sont en train de l'effondrer, ils font un contresens et trahissent la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais moi, je suis parfaitement d'accord. Ouais. Alors, on peut aussi d'ailleurs examiner le culte du gigantisme qui sévit depuis quelques décennies, où on nous a expliqué que pour faire pièce au gigantisme américain et au gigantisme chinois, il fallait un gigantisme européen. Moyennant quoi, que constate-t-on? C'est que la législation européenne interdit les grands regroupements industriels au nom de la défense du consommateur, et au fond, depuis que l'Union européenne verrouille la vie industrielle européenne, il n'y a plus de grands projets industriels qui aient vu le jour. C'était du temps du général de Gaulle et de l'Europe des nations que l'on a vu l'essor d'Airbus, la naissance et l'essor d'Airbus, d'Ariane et notamment. Et depuis que l'Union européenne verrouille tout, il n'y a plus de grandes créations industrielles de ce genre-là. Et d'autre part, on peut se demander dans quelle mesure le développement de l'informatique, de l'ordinateur, de la fibre optique, etc., ne donne pas aux primes aux nations de taille moyenne par rapport aux nations de taille gigantesque. Parce qu'en effet, le gigantisme de la taille perd de plus en plus de son sens quand on a la fluidité de circulation des informations par le numérique. Et on peut se demander même dans quelle mesure un pays comme la France n'a pas la taille optimale pour faire face à la polyphonie qui s'installe maintenant dans le monde. C'est vrai, et la Suisse se débrouille très bien, la Suède se débrouille très bien, la Norvège se débrouille très bien. C'est des pays de 8 millions d'habitants. Donc c'est la preuve, par exemple. Singapour, voilà. Oui. Tout à fait. Mais ça, c'est vrai, c'est ce que rappelle Laurent Arthur Duplessis, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce que tenterait de nous faire endosser nos adversaires, pour ne pas dire nos ennemis, la souveraineté et le repli sur l'État-nation n'est pas un repli dans le mauvais sens du terme, n'est pas une frilosité, au contraire, parce que ça nous met en première ligne de beaucoup de choses et ça nous responsabilise, mais également parce que ça n'interdit, ça n'est pas l'autarcie, l'utopie autarcique, c'est au contraire la possibilité, cette fois pleine et entière, de faire tout un tas de coopérations voire trilatérales avec d'autres nations sur tel ou tel point, et sans le joug de l'Union européenne, de ses directives, de sa bureaucratie, mais également de ses objectifs stratégiques. C'est au contraire, ça serait un coup de fouet formidable à l'inventivité, à la créativité et à l'essor tant économique que scientifique et technique. Oui. Voilà. Mais je suis d'accord, il y a quelque part, fondamentalement, cette Union européenne est le prolongement du Saint-Empire romain germanique du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et la France doit jouer son rôle. Elle a passé 1000 ans à lutter contre le Saint-Empire et à refuser d'y être intégrée. Ça serait vraiment scandaleux qu'elle maintenant, qu'elle est forte, qu'elle est puissante ou qu'elle cède à ce suicide. Alors, dernier point que je voulais dire, deux petites choses. Il y a un problème démographique mondial. Les gens ne sont pas conscients parce qu'on n'a plus d'informations. Pour dire, donc j'ai parlé de la Chine, toute l'Asie a des gros problèmes. La Corée du Sud, c'est un suicide démographique. 0,65 enfants par femme. Ça veut dire 7 grands-parents, un petit enfant. Comment un petit enfant peut nourrir 7 grands-parents? Donc là,
on est dans quelque chose de très compliqué. Et en fait, le monde entier a un problème démographique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à aborder, quelque chose qu'il va falloir régler. On voit que la vie devient tellement dure en Occident, aux États-Unis, que par exemple, les trentenaires ne vivent plus du tout, 30-40 ans, ils ne vivent plus du tout ils vivent plus comme des enfants que comme des adultes maintenant. Il y en a très peu qui sont mariés, une part de plus en plus faible, très peu qui ont des enfants, très peu qui sont partis de chez les parents, enfin beaucoup qui restent chez les parents. Donc, on a un problème majeur. Et entre ces difficultés économiques, ces projets peurs, donc sur le réchauffement climatique, la guerre, le Covid, des élites, en fait, on se retrouve dans une société où les jeunes ne veulent plus faire d'enfants. La France est un des derniers pays qui tenait qu'à décrocher. On est à 1,65 enfants par femme. Les États-Unis et Angleterre ont aussi décroché à 1,60. Donc, on a un problème majeur, mais le monde entier décroche, même l'Amérique du Sud. Ça pose des questions. Il n'y a qu'une petite partie de l'Afrique qui tient, qui baisse, mais qui tient. Mais même l'Inde, on est à 2 enfants par femme. Moi, quand je suis allé voir l'Inde il y a 20 ans, il y avait des enfants partout. On est à 2 enfants par femme. Au Maroc, en Algérie, on est à 2,3, 2,5 enfants par femme. On est en train de se rapprocher de la parité à grande vitesse, enfin de la fin de la croissance démographique. Et on est en décroissance démographique dans le monde entier. Donc, on est un monde qui vieillit. Alors, il y a Paul-Marie Couteau qui m'avait dit, en fait, cette société de l'avoir est en train de créer une fatigue de l'être et des gens qui ne veulent plus faire d'enfants. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux majeurs à l'avenir pour un dirigeant français, redonner espoir dans le pays et faire en sorte qu'on fasse à nouveau des enfants et que le pays se pérennise, parce que là, c'est le désastre. Oui, mais est-ce qu'on peut, pour la question démographique, est-ce qu'il ne faut pas introduire le paramètre des progrès de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'automatisation grandissante de toutes les tâches, parce que dans la mesure où la notion de population active s'augmente maintenant, va s'augmenter de plus en plus d'une population de robots, pourrait-on dire. Je prends comme exemple les tâches de manutention sur les chantiers de travaux publics ou dans l'agriculture. On voit que les robots Android seront de plus en plus capables d'assumer ces tâches manutentionnaires. On voit On a un énorme problème, Laurent, là-dessus. Tu sais, quand j'ai écrit le livre « Comment réaliser la transition écologique », j'ai travaillé sur un bouquin très très cher, mais très bien, qui expliquait le problème des métaux. Donc, il y a 2 métaux au monde qui sont qu'on trouve à hauteur de 10 et 6% dans la croûte terrestre, c'est l'aluminium et le fer. Ça ne manquera jamais. Mais alors, il y a beaucoup d'autres métaux, comme le cuivre, on a des gros problèmes. Et il en faut pour les robots. C'est-à-dire que le cuivre, il est concentré dans des filons par différents phénomènes météorologiques, hydrologiques, différents phénomènes. Sauf que là, on attaque des filons. Maintenant, on a du 0,5% de rendement sur les gisements. Et en fait, il y a un moment donné où c'est pas linéaire. C'est-à-dire que quand tu as fini d'épuiser les filons de concentration, là, tu tombes dans un trou où tu divises par 50 la teneur. Il n'est pas du tout certain qu'on ait les métaux aujourd'hui pour faire les robots et pour avoir des robots. Même si on peut se dire, on aura la puissance de l'énergie nucléaire, voire de la fusion nucléaire, probablement dans pas longtemps. Est-ce qu'on aura assez de métaux pour faire des robots partout? Puis pour moi, c'est un des dangers les plus fondamentaux de l'homme, c'est le remplacement par la technique. Une technique qui n'est pas maîtrisée, qui est en train de bouffer l'homme. Ne parlons pas de l'intelligence artificielle qui va déclasser l'homme. Que va devenir l'homme s'il ne travaille pas? Parce que, en fait, il n'y a rien de mieux pour tuer un homme que de le payer à ne rien faire. Tu payes un homme à ne rien faire. Les gens à ne rien faire, eh bien, tu tues l'âme des hommes. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on n'a pas vraiment abordée encore. Moi, on a tous quelques idées dessus, mais le problème de la technique est comment on gère la technique, comment on fait que la technique arrête de bouffer l'humain. Moi, je serais personnellement pour l'interdiction, par exemple, de tous les robots de caisse en supermarché. Ça détruit les jobs de caissière, ça détruit la convivialité. Les personnes âgées qui ont déjà, certaines personnes âgées qui ont peu de contacts, s'il n'y a plus un commerçant debout, qu'il y a des machines à pizza dans la rue qui distribuent des pizzas ou des machines à viande qui remplacent un boucher avec de l'automatique, tu vois, ce monde va devenir invivable. Oui, mais alors est-ce que le train n'est pas lancé? Est-ce qu'il n'y a pas un essor inexorable de ces processus de numérisation, d'informatisation et d'automatisation? Oui, et puis j'ai envie de rajouter, et Elon Musk en est un ambassadeur. C'est vrai. De cette technique. Non, le train est lancé, mais il n'est pas encore à pleine vitesse. Il n'est pas encore à pleine vitesse. Donc, il y a moyen de sauter dedans encore. Et de toute
toute façon, on ne pourra pas l'arrêter pleinement. D'ailleurs, est-ce vraiment souhaitable? Sans doute non. Mais il ne s'agit pas non plus de revenir aux diligences. Mais je pense qu'il faut, effectivement, Philippe Murer l'a dit il y a un instant, il faut penser la technique. Oui. Véritablement la penser. Or, elle n'est pas pensée, la technique. Il n'y a pas de pensée stratégique de la technique, il y a une pensée tactique de la technique, oui, mais rien de plus. Il est temps de réintroduire ce qu'on appelait autrefois les humanités, et je pense tout particulièrement à 3 disciplines que sont l'histoire des techniques, la sociologie des techniques et la philosophie des techniques. Devraient être des matières obligatoires, non seulement pour tout le monde, mais en particulier pour les ingénieurs et les techniciens. A fortiori de haut niveau, par exemple. Mais ça, rien n'est fait. De même qu'il faudrait mettre en place d'authentiques, dans chaque État-nation, d'authentiques appareils, les moins bureaucratiques possibles, bien entendu, d'authentiques appareils de planification. Hein, et quand je dis Union soviétique, non, bien sûr que il y a bien d'autres écoles de planification, bien d'autres méthodes. La France du général de Gaulle dans les années 60, elle était planifiée. Le Japon hyper capitaliste des années 50, 60, 70 avait un grand ministère de la planification industrielle et économique. Donc, et puis, moi, je renvoie, il y a un très bon bouquin de Jacques Sapir qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui est paru il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, dans lequel il fait un bilan. C'est un bouquin d'histoire économique absolument intéressant sur l'histoire des différentes écoles de pensée en matière de planification. Et il a choisi délibérément de ne pas parler de l'école soviétique parce qu'il dit on la connaît trop, tout le monde parle que d'elle, c'est à la fois la référence et le repoussoir, et heureusement d'ailleurs. Et de toute façon, il a montré son incapacité et son incompétence, ce modèle-là, donc on peut le laisser tomber, mais il s'est penché sur tout un tas d'autres modèles, y compris de pays capitalistes, hein, et c'est un bouquin tout à fait passionnant. Je voulais conclure nos discussions, et après on prend les questions, je vous propose. Je vais conclure par votre travail en commission affaires étrangères où vous avez défini donc quelle sera la politique étrangère idéale de la France. Donc c'est de dire que la France, elle redevient une puissance d'équilibre et de paix, pas le caniche des Américains. Pour être une puissance, il faut disposer d'une armée forte et d'une dissuasion nucléaire efficace. L'armée a été améliorée, bien sûr, pour pas être envahie. Elle refuse de s'affilier à un quelconque empire, hein, suivant sa tradition, donc ni l'Union européenne ni les États-Unis. Et elle défend ses intérêts en tant que nation, tout en essayant d'éviter les effets de déstabilisation mondiaux par les empires. Voilà, donc, et elle prône la construction donc d'un ordre international westphalien de nations libres, finalement, et souveraines. Finalement, le monde que veulent les BRICS, hein, de façon assez amusante. Complètement. Et elle n'entend se poser en ennemi de quiconque et fera donc jouer sa diplomatie pour proposer sa médiation. Et elle lancera enfin un dialogue avec l'organisation des BRICS parce qu'il faut parler à tout le monde et que c'est parfaitement légitime. Elle reste alliée des Américains tout en sortant du commandement intégré de l'OTAN, mais un allié indépendant, pas un vassal comme sous De Gaulle. Voilà. Et elle récupère sa souveraineté monétaire. Ah oui, toutes les souverainetés, de toute manière, sont nécessaires et la souveraineté monétaire de plus. Et ça nous donnera un rôle beaucoup plus fort puisque quand vous n'êtes pas complètement soumis aux États-Unis, vous n'êtes plus vassal, et bien à ce moment-là, les États-Unis sont obligés de vous écouter. Les États-Unis écoutaient beaucoup plus le général de Gaulle, qui n'était pas vassal, qu'elle écoute maintenant Macron, dont elle se fout complètement. Le général de Gaulle, je crois que c'est le premier voyage de Nixon à l'étranger, c'était auprès du général de Gaulle. Nixon quand on le voit décrit par le général de Gaulle, moi j'avais 5 ans à l'époque, hein, dans quelques années, eh bien, en fait, c'était un homme assez intéressant et il avait pour figure le général de Gaulle, hein, quand même, Richard Nixon. Il avait pour figure, il lui a demandé avant de prendre au moment où il a pris le pouvoir, son expérience internationale, qu'est-ce qu'il lui avait à dire sur son expérience et sur sa vision des États-Unis. Donc, voilà. On a de la puissance quand on est indépendant et qu'on refuse de se soumettre. Sinon, on compte pour rien. C'est normal, hein, c'est comme dans la vie, quoi. C'est exactement comme dans la vie. La puissance
tout le monde confond la puissance et le pouvoir, mais on confond également la puissance et les outils de la puissance. La puissance, c'est d'abord exister, c'est être et affirmer son être. Je parle en termes un peu philosophiques et un peu pompiers, mais je ne vois pas d'autre façon de l'exprimer. C'est affirmer son être au reste du monde. Pas forcément contre le reste du monde, d'ailleurs. De même que la puissance, ça n'est pas forcément d'aller systématiquement casser la gueule à son voisin. Ça peut l'être dans certains cas, quand il y a vraiment des problèmes très graves qu'on ne peut pas régler autrement. Oui, mais c'est pas ça. La puissance, c'est proposer un modèle que les autres ont envie de suivre d'eux-mêmes. C'est proposer des normes. Je me permets, Laurent. Le Maroc est l'exemple même de ça. Le Maroc est un pays qui réussit extrêmement bien, qui se développe au niveau agricole, en ayant repris d'ailleurs les méthodes gaullistes. D'ailleurs, ils amènent de l'eau des montagnes vers les plaines. Donc les endroits qu'on traverse, qui étaient des déserts, sont devenus des champs d'oliviers, qui nous vendent ensuite dans nos boutiques. Ils ont une industrie aussi dans le nord qui est assez moderne. Ils ont réussi à se débrouiller. Et en fait, avec leurs 30 et quelques millions d'habitants, ils sont en train de devenir une des premières puissances d'Afrique. Voilà, une des 3 premières puissances d'Afrique. Voilà. Parce qu'ils ont cette volonté, ils ont une stratégie et ils ont la volonté d'exister, comme tu le dis. Donc, c'est exactement le bon exemple à dire. Exact, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut reprendre le schéma gaullien de la politique étrangère de la Ve République des années 60, en fait. On a cet exemple-là, c'est une chance. On peut la suivre. Ouais. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Mais juste avant de passer aux questions des internautes, j'ai une question qui nécessite une réponse rapide, mais très concrètement, Trump à la Maison-Blanche, est-ce que ça va changer quelque chose à notre quotidien, nous, Français? Alors moi, je vais répondre rapidement. Oui, en termes économiques, il va y avoir probablement des droits douanes vers l'Europe. Ça va encore pénaliser l'industrie européenne. Et là, on va tomber dans l'appauvrissement encore supplémentaire, encore plus dur, la peur, des élites qui vont être encore plus pénibles avec le peuple comme on le voit aujourd'hui. Donc, ça va être une situation dramatique. C'est pour ça que c'est tellement terrible que je suis persuadé que les Français, là, sont au fond de la piscine et ils vont résister parce que ce destin est trop dramatique. Ils vont résister, mais à eux maintenant de choisir des politiques qui les aiment et qui aiment la France au lieu de choisir des gens qui n'aiment pas la France et qui leur clament que l'amour de l'Union européenne. Je crois que c'est assez clair. Il est vrai que l'histoire de la France montre que ce pays a le génie de la résurrection quand il est au fond du trou. Et je dirais qu'il y a une certaine ressemblance entre l'âme française et l'âme russe de ce point de vue-là. Dans les deux cas, ce sont des peuples qui se transcendent, qui se dépassent et qui font des miracles quand ils sont dans des situations d'urgence vitale. On l'a vu avec la Russie de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait des prodiges industriels qui ont stupéfié leurs ennemis allemands et un peu tout le monde. On voit que les Français, dans les périodes cruciales de leur histoire, font tout d'un coup des rebondissements, des sursauts absolument éblouissants. Et je crois que là, on est au seuil d'une situation comme celle-là. Oui, mais en fin de compte, c'est pas un Trump à la française qu'il nous faudrait, c'est une Jeanne d'Arc. Oui, on peut dire ça, oui. Bon, en tout cas, enfin, on pourrait prendre une figure contemporaine, il nous faudrait une sorte de nouveau De Gaulle, en quelque sorte. J'avais bien noté ça. Je vous propose de passer maintenant aux questions des internautes. Il y en a beaucoup. Je suis vraiment navré. Je vais pas pouvoir vous les poser toutes. On en a reçu par mail, sur les réseaux sociaux, en message privé, donc ça fuse. Bon, d'abord celle du MPC, par mail, des adhérents du MPC, ce qu'on leur a promis, quoi. Aussi, donc j'en ai sélectionné un peu partout. Et en revanche, j'invite vraiment les internautes à débattre sur nos réseaux sociaux, sous la vidéo. On essaiera d'y répondre. On prendra le temps de regarder, d'essayer de répondre à tout le monde de manière concise. J'ai une première question, mais une question de François Xavier. La présidente de la Banque centrale européenne, Madame Christine Lagarde, pour empêcher une guerre
entre l'Europe et les États-Unis de Trump a appelé les membres de l'Union européenne, donc la France, à acheter des équipements militaires américains. En quoi conforter les industriels américains au détriment des industriels français contiendrait l'inflation, demande François-Xavier. Est-ce acceptable pour un parti souverainiste? Quelle est la position de Philippe Murer? Alors, effectivement, je le découvre parce que j'avais même pas lu ce truc. Je découvre, ça n'a aucun sens. Hein. En termes inflationnistes, ça n'a pas de sens, quoi. Mais c'est vrai que c'est scandaleux. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. Je l'avais raté. C'est dans la Tribune. Acheter des équipements militaires américains pour empêcher une guerre commerciale contre l'Europe et les États-Unis. Vous voyez comme ils sont courageux. Ils plient directement. Voilà, l'Union européenne, c'est un monstre mou. Il fallait être 500 millions d'habitants pour être fort, mais c'est ce qu'a dit Christine Lagarde, c'est parfaitement pathétique. Si elle était française et un peu patriote, au lieu de penser au pognon, les 20 000 euros qu'elle gagne à la Banque Centrale Européenne, elle dirait aux Français, bah, écoutez, sortez de l'Union Européenne, vous n'avez pas de déficit commercial ou d'excédent avec les États-Unis, vous ne serez pas concernés, c'est le problème des Allemands et des Hollandais. Mais ces gens-là sont anationaux. Tout ce qui compte, c'est le fric qu'ils font. Ils sont pro-européens et ça les arrange tellement parce que comme ça, ils gagnent plus d'argent. D'ailleurs, on a vu Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, parler et donner la leçon aux Français et le lendemain, finir à la Bank of America, donc banque américaine extrêmement puissante, pour vendre son carnet d'adresses. Ces gens-là sont pathétiques. Non, mais c'est de la soumission, hein, comme on en rencontre peu dans l'histoire. Hein. La dernière fois qu'un gouvernement aussi soumis, c'était Vichy, l'Allemagne demandait au gouvernement de Vichy des quotas de juifs à leur fournir pour les déporter, et le gouvernement de Vichy répondait en donnant plus que ce qu'avait demandé. C'est à peu près du même ordre, hein, là. Hein. C'est abominable, abominable. Et puis alors, il y a une fascination des élites françaises et européennes, économiques, politiques, universitaires, etc., pour les États-Unis. Ouais. Christine Lagarde, elle a travaillé, je crois, presque 20 ans dans un grand cabinet juridique américain. Et en réalité, elle est éblouie par la société, le système américain. Je dirais, elle est américaine. Bien sûr. Elle est américaine. Cet éblouissement pour l'Amérique, il a commencé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Hein, oui, oui. Il y avait des prémices déjà dans l'entre-deux-guerres, des prémices culturelles dans l'entre-deux-guerres déjà, mais alors là, ça a explosé après 1945. C'est ça. Mais je sais pas, là encore, je manque de mots pour définir ça, mais à ce point-là, oui, c'est l'anti-France, quoi. C'est véritablement, c'est anti-patriote. Ça fait un peu penser à ces Gaulois, ces Gallo-Romains qui allaient à Rome et qui en revenaient éblouis et qui, au fond, étaient devenus des citoyens romains, quoi. Oui, la Rome d'aujourd'hui, c'est Washington, c'est New York, c'est l'Empire américain. C'est ça. Oui. Et en plus, ils sont ce qui est pathétique, c'est qu'ils sont souvent en concurrence les uns avec les autres, déjà en tant qu'individus, mais en plus de pays à pays. C'est-à-dire qu'ils savent que pendant des décennies, les deux bons élèves, les deux principaux vassaux de l'Amérique, c'était en Europe, c'était l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et ils se disent, eh ben, nous, on va essayer de faire mieux que les Anglais ou les Allemands à la grande époque. Très, très, très bien, Laurent. Merci beaucoup. On va essayer de répondre rapidement pour traiter un maximum de questions. Mais bon, cette première question nous a mis tout de suite dans le bain. Et malheureusement, je suis pas sûr que ça suffise à réveiller les Français sur la situation et à ouvrir le débat sur une sortie de l'Union européenne. Mais bon, j'ai une question de Sylvain à laquelle, a priori, vous avez déjà répondu. Mais laissez-moi vous la dire. Quelles sont les retombées positives que l'on pourrait attendre pour la France? Alors, je précise que Sylvain est agriculteur. Alors, qu'en est-il de ce secteur? Laurent Arthur Duplessis. Non. Moi, si je me permets, pas beaucoup de retombées positives pour l'agriculture française. Hein. De toute manière, là, on fonce vers le suicide, la destruction de 2 fois plus de paysans dans 10 ans.
Donc, et c'est pas l'Amérique qui va nous amener quoi que ce soit de positif pour nous. Donc, malheureusement, non. Le truc positif, il est symbolique. Il est que dans nos combats contre le wokisme, les flux d'immigration massifs et tout l'amour de la nation, on sera porté quand même par l'Amérique de Trump. Et ça sera positif. Et les élites, entre guillemets, la caste française va être tellement détestable qu'elle sera de plus en plus détestée. Donc ça, c'est positif, quoi. Et puis alors, il y a peut-être un biais indirect, en plus de ce que vient de dire Philippe, auquel j'adhère tout à fait. C'est que, vous savez, Kissinger disait lorsqu'on est ennemi des États-Unis, c'est dangereux, mais lorsqu'on est leur ami, c'est mortel. Or, il y a encore dans la psyché collective l'idée que l'ami américain est justement une puissance bienveillante et protectrice. Et en fait, je dirais la férocité douanière que Trump laisse présager va bousculer nos intérêts, comme Philippe vient de le dire, va bousculer nos intérêts d'une manière évidente, d'une manière particulièrement identifiable. Et je crois que tout ce qui peut faire tomber le voile qui opacifie la question de nos relations avec les États-Unis sera le bienvenu. Il faut absolument que l'écaille tombe des yeux des peuples européens et du peuple français avant tout, puisque nous sommes français, et pour qu'il n'y ait plus cette illusion que l'ami américain nous protège systématiquement et en tout point et en tout domaine, alors qu'en réalité, il y a un pillage de nos industries par les Américains avec la complicité des traîtres qui nous gouvernent. Il y a l'extraterritorialité du droit américain qui est un pur scandale, et que personne ne dénonce dans les instances dirigeantes françaises et européennes. Et c'est tous ces faux semblants qu'il serait utile de démasquer pour que véritablement l'opinion publique comprenne que les Américains sont nos amis dans une certaine mesure, mais que dans une certaine mesure, hein, et pas au-delà, et qu'il faut s'en prémunir activement. Surtout qu'on n'a absolument pas besoin de la défense américaine pour nous protéger. Déjà, nous n'avons pas d'ennemis puissants à nos portes. Deuxièmement, on a une armée correcte et on a une dissuasion nucléaire. Donc, on n'a absolument pas besoin des Américains. Donc, on peut être autonome vis-à-vis des Américains. C'est-à-dire qu'on se dépouille complètement des atouts que représentent et le nucléaire civil et le nucléaire militaire français. On a là deux outils surpuissants et en quelque sorte, on les neutralise. Oui, et puis surtout, on a un potentiel militaire très important, mais aujourd'hui, l'armée française a du plomb dans l'aile. Ah oui, Général de Villiers nous disait qu'on ne tiendrait pas 6 jours avec nos munitions. Il faut relancer l'industrialisation de notre armement. Et voilà, alors que d'un côté, on a une Christine Lagarde qui nous explique qu'il faut aller acheter chez les industriels américains. Non, il faut une priorité française. Et d'ailleurs, tous les industriels occidentaux ont le même problème, parce qu'on n'a pas été capable de fournir des armes à l'Ukraine. C'est pour ça aussi que l'Ukraine perd autant par rapport aux Russes, mais c'est vrai aussi des Américains qui ont des problèmes, et d'ailleurs qui ne savent même plus fabriquer un avion qui vole. Le F-35 ne vole pas, mais ils le vendent par contre. Et ils le vendent très cher, quoi. Donc, alors que la France a réussi à faire le Rafale, l'avion de dernière génération, que les Américains n'ont pas réussi à faire. Ouais. Mais d'ailleurs, souvent, on présente l'augmentation, un effort d'augmentation des budgets de la défense comme synonyme d'appauvrissement économique, alors que non. Ça a un effet de stimulation du tissu industriel. L'économie américaine a un soubassement très largement keynésien, avec son budget de la défense de 936 milliards de dollars, je crois actuellement, enfin il n'est pas loin des 1000 milliards de dollars, ce ruissellement de dollars sur les grandes sociétés industrielles américaines et sur leurs milliers de sous-traitants sont créateurs de quantités astronomiques d'emplois et sont également générateurs d'innovation industrielle qui elle-même ensuite
irrigue le secteur civil après. Il y a beaucoup d'exemples de ça. Et en fait, bien souvent, doper un budget militaire, mais pour le consacrer à la production industrielle interne au pays et pas à acheter des F-35 aux Américains et autres, eh bien, ce serait, et Philippe va peut-être pouvoir le confirmer, ce serait à ce moment-là très galvanisateur pour l'industrie française, la recherche et développement française, et en fait l'économie française, puisqu'elle a besoin d'être réindustrialisée, cette économie. Exactement, mais tu as parfaitement raison. J'ai rien à dire de plus, c'est parfait. Bon, bah, très bien. Ça me permet de passer à la question suivante, question d'Axel. N'y aurait-il pas une brèche pour que la France redevienne une puissance internationale par le biais de son outre-mer ou de ses anciennes colonies? Il semble qu'on est encore la deuxième puissance maritime mondiale. Voilà la première, je crois. Avec les nouvelles règles, je crois que c'est la première. Oui. Effectivement. Ça joue à pas grand-chose, en tout cas. On a le deuxième domaine maritime, mais pas loin devant, je crois, devant les États-Unis. Et alors, justement, on peut se demander aussi si une politique souverainiste ne nécessiterait pas qu'on augmente énormément les investissements de recherche et de forage, etc., dans les zones d'expansion économique que nous possédons grâce non seulement au très grand au nombre de kilomètres de littoral que nous avons en métropole, mais aussi de toutes les zones d'expansion économique que nous avons outre-mer et qui nous offrent un espace maritime absolument gigantesque avec beaucoup de hauts fonds où on peut justement faire de l'offshore sur ces hauts fonds. Et il me semble que c'est finalement assez peu exploiter, c'est relativement en friche ces zones d'expansion économique. Et peut-être qu'il y aurait plus de choses à faire en matière de forage dans ces zones d'expansion économique de manière à les faire fructifier. Quand on pense que d'ailleurs il y a du pétrole en Guyane et qu'on s'en passe pour pas polluer la planète, ce qui est parfaitement ridicule, alors que la planète consomme 100 millions de barils jour de pétrole. Et tu as raison, le Japon par exemple, il teste énormément de nouvelles choses sur les fonds marins. Par exemple, ils vont même jusqu'à récolter les hydrates de méthane gelés. Il y a toutes des études avec des machines pour récupérer du gaz gelé, hydrate de méthane, et pour le récupérer et en faire de l'énergie derrière, et tous les autres matériaux. Donc, il y a quelque chose à faire de très important. De toute manière, ces zones maritimes, elles coûtent un peu cher à la France, mais c'est une projection de puissance militaire, c'est une présence dans le monde entier. Mais encore faut-il être capable de virer l'Azerbaïdjan de Nouméa et de Nouvelle-Calédonie. Ce que ces crétins de Macron et compagnie sont incapables de faire. L'Azerbaïdjan arrive à avoir de l'influence négative pour la France, quoi. Les gens croient que ce ne sont que des corrompus, mais c'est aussi des gens parfaitement incompétents. À force de nommer de toute manière des gens médiocres et corrompus, eh bien, vous finissez par avoir toute une élite, une caste dirigeante qui est complètement nulle, hein, vraiment, qui est incapable ils ne savent rien faire, ces gens-là. Rien. Oui, et puis on nous explique aussi qu'exploiter nos ressources naturelles, vous avez parlé de la Guyane, vous avez parlé du pétrole, j'ai envie de vous parler aussi de l'or, en nous disant que c'est pas écolo, comme si les orpailleurs aujourd'hui en Guyane étaient écolos. Non, nous on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus proche, de plus propre, en rénovant des infrastructures, en faisant les choses de manière écolo, j'ai envie de vous dire, et voilà, exploiter notre or. Aujourd'hui, je crois que notre réserve d'or est quasiment vide. Bah, exploitons notre sol. Non, on a des réserves d'or importantes, même si Sarkozy en a vendu 400 tonnes. Oui. 6 fois moins cher que ce que ça vaut aujourd'hui. Il nous a coûté une fortune, le nain Sarkozy. Mais on a quand même des grosses réserves d'or. On a parmi les plus grosses réserves d'or du monde, quand même. Oui, mais qui sont délocalisés aussi aux États-Unis pour une partie. Je crois pas. Mais par contre, non, en revanche, ce qu'il y a, c'est que ils ont donné le droit à JP Morgan de tripatouiller ça pour faire des prêts emprunts d'or. Et ça, c'est une connerie monumentale qu'il faut annuler dès que tu arrives au pouvoir. Hein. Tu rompes les contrats, c'est clair. Alors, il y a aussi un thème qu'on a... C'est incontestable que la France, là, avec cette crise, parce que la crise, c'est à la fois des effets positifs, hein, ce que j'expliquais au début, des effets négatifs, mais c'est aussi des effets positifs. C'est que de fait, oui, en effet, des tonnes d'opportunités s'ouvrent.
des tonnes d'opportunités et dans tous les domaines. Oui, il faut s'engouffrer dedans. Je serais plus sceptique pour l'outre-mer parce que à la fois tout ce que vous avez cité est vrai sur les richesses de cette zone économique exclusive, de ce territoire maritime et tout ça, c'est très juste. Mais il faudrait gérer les populations un peu plus intelligemment. Enfin. Parce que ça peut poser problème aussi. Hein. Et c'est toujours les gens qui veulent subvertir la France dans ce domaine-là, ont systématiquement joué la carte des populations locales contre nous. Alors, messieurs, pardon, je vous interromps parce qu'il nous reste un quart d'heure d'émission en direct. Je vous demandais de répondre un peu plus brièvement parce que là, on a traité 3 questions. Pardon. Laurent Arthur Duplessis, vous vouliez conclure ? Oui. Oui, alors juste une petite allusion à l'économie circulaire dont on ne parle pas beaucoup. Vous savez, l'économie circulaire qui consiste à recycler les matières en tout genre au lieu de les éjecter dans des décharges en quelque sorte. Et là, il y a un gisement de productivité et de souveraineté phénoménal dans l'économie circulaire. Et dans nos milieux, on n'en parle pas beaucoup de cette économie circulaire. En fait, en France, elle est très très peu connue. Et je crois que c'est un gisement de souveraineté énorme, de souveraineté économique et donc sachant qu'on le fait pour le cuivre et quelques autres métaux, on récupère 80% du cuivre. Donc on n'a besoin de réinjecter que 20%, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, mais sans bureaucratiser et sans poser de problème à toutes les entreprises. Donc il faut trouver quelque chose. Exactement. Non, ça peut être une source de profit pour les entreprises. Bien sûr, tout à fait. C'est très intéressant. Question de Stéphane. Sachant que les États-Unis considèrent la France et l'Europe en général comme un vassal, faut-il attendre un changement de cette attitude avec le président Trump ? Doit-on s'attendre à un changement de vassaux vers des gouvernements plus patriotes, entre guillemets, mais toujours aussi soumis ? Je pense que Stéphane fait référence à l'éjection de Trudeau et peut-être d'autres à venir, remplacés peut-être par des dirigeants plus patriotes, mais qui resteraient soumis. Voilà, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que Trump ne se soucie pas beaucoup du destin des pays d'Europe ou d'ailleurs. C'est America First, ce qui est parfaitement légitime puisqu'il est président des États-Unis. Mais ça sera... Mais je dirais, pour reprendre une expression triviale, ce sera à chacun sa merde. Donc, je crois que la France devra prendre en main son destin vigoureusement, je dirais virilement et de manière déterminée, et ne pas compter sur une quelconque forme d'altruisme de la part de Trump. Les Américains n'en ont jamais fait. Pendant la guerre d'Algérie, ils ont soutenu le FLN puis l'OAS. Donc, ils étaient ravis. En revanche, la puissance était beaucoup moins toxique, puisqu'à un moment donné, en 58, quand il y a la grande crise de régime, ils sont plutôt en soutien de Gaulle qu'autre chose. On le sait par les archives d'Éric Branca. Ils se sont dit, non, mais là, la France est trop mal en termes politiques. Il faut absolument qu'on l'aide un petit peu. Et donc, ils ont un peu soutenu l'arrivée de Gaulle au pouvoir. Ils n'étaient pas contents. Ils le regrettaient après. Voilà. Et ils lui ont fait payer cher après. Oui, c'est ça. Alors, vous parlez de l'Algérie. J'ai une question qui concerne le Maghreb. Les pays du Maghreb vont être en première ligne du déferlement migratoire venant du Sud. Serait-il plus judicieux pour la France de tisser des coopérations avec eux ? Et une autre question induite, faut-il rompre avec l'Algérie ? Alors, les pays du Maghreb, oui, moi, ça me rend triste. Quand je vais au Maroc et Plage Al Maefna, je vois plein de populations noires arriver. En fait, ça doit faire un peu ce que voient les étrangers quand ils arrivent en France. En fait, pour moi, le Maroc est en train de changer de visage, quoi. Bon, même si ça reste léger, il y a beaucoup de révoltes contre l'immigration africaine. Bon, je crois que c'est à eux de gérer. Chaque pays doit gérer. Le mieux, c'est que chaque pays gère. C'est-à-dire que, imaginez par exemple, si des migrants arrivent par la Grèce, si chaque pays gère ses frontières, il faut que le migrant, pour arriver en France, il traverse 5 frontières. Et ben, c'est 5 fois plus efficace, quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, chaque pays gère au mieux son immigration. C'est comme ça qu'on le fait le mieux possible. Qui veut répondre à la question sur l'Algérie ?
Moi, je crois que je suis né en Algérie, alors je m'intéresse un peu au sujet. En 52, je suis né en Algérie et j'y ai vécu jusqu'en 62 dans le bled. Mais ce que souvent ne comprennent pas, ce que nous, les pieds noirs, nous appelions les métropolitains, ce qu'ils ne comprennent pas souvent, et alors Macron, ça a été le sommet de ça, c'est qu'il faut d'abord montrer sa force et se faire respecter. Et sinon, eh bien, on encourt le mépris et les rapports sont faussés. Ça devient des rapports dominants-dominés, la France étant dominée et l'Algérie étant dominante. Et en plus, ce spectacle est offert en pâture à l'opinion publique algérienne pour détourner son attention des échecs économiques algériens. Donc, un gouvernement patriotique se doit de poser les termes de l'échange avec Alger d'une manière puissante, d'une manière affirmée. Je dirais que là-dessus, le passé gaulliste est assez toxique parce que De Gaulle voulait se débarrasser en vitesse de l'Algérie, ce que je comprends parfaitement bien parce que c'était un boulet. Mais en même temps, il leur a donné, tout lâché avec les accords d'Évian et puis ensuite les accords de 1968. Et finalement, ça a donné à Alger l'idée qu'on pouvait tout exiger de la France. Et il n'y a rien de plus toxique que ça. Il faut affirmer une fierté, une identité nationale française et rebaser le dialogue avec l'Algérie sur des bases saines. Et un petit point, il faut revenir sur les accords de 1968 qui ont absolument d'être. Il faut les déchirer. En fait, il suffit que la France dise « je les déchire », point. Un traité, je ne le respecte plus. Et deuxième point, mais c'est vrai avec l'Algérie comme avec tous les pays, tant que les pays ne reprennent pas tous leurs ressortissants d'origine, on coupe les flux de retraite vers l'Algérie, le Western Union, les flux d'argent vers l'Algérie. On coupe tous les visas de l'Algérie vers la France, tous les flux d'étudiants d'Algérie vers la France. Donc, terminé. Je veux dire, en 2 jours, le problème est réglé. Et on verra à ce moment-là que le dialogue s'améliore beaucoup. Absolument. On ne t'entend pas, Pierre. Il faut que tu remettes ton micro. Je disais, pardon, que le courage politique se fait rare et que pour faire ça, il faut du courage. Dites-moi, allez, j'ai quelques questions courtes. Pensez-vous que Donald Trump va réussir à arrêter la guerre? Alors, on a parlé de l'Ukraine tout à l'heure, Israël, il a commencé. Qu'en pensez-vous? Objectif à moyen terme, long terme? Je crois que pour le Moyen-Orient, d'une certaine manière, ça va être plus difficile que pour le dossier ukraino-russe, hein, parce que le Hamas n'est pas du tout totalement éteint, loin de là. D'autre part, il faut bien dire que Netanyahou n'a pas trop envie que tout se calme parce qu'il va se retrouver devant les tribunaux israéliens. Et donc, le chemin de la paix est semé d'embûches là-bas. Hein. Par contre, en Ukraine, je pense que c'est quand même jouable, parce que Trump a besoin d'arrêter cette guerre, mais Poutine a quand même aussi un peu besoin d'arrêter cette guerre. Je pense que s'il ne saisissait pas la main de Trump, je pense que les Russes, il y en a beaucoup qui se poseraient la question, pourquoi continuer à faire tuer des soldats russes? Alors, je ne sais pas s'il va y arriver tout de suite, mais ça va se faire quand même rapidement, l'arrêt de la guerre en Ukraine, je le pense. Je suis en léger désaccord. Je pense qu'en Ukraine, il peut contribuer à la conclusion d'un cessez-le-feu, une solution provisoire à court terme, voire à court moyen terme. Mais sur le long terme, de toute façon, personne d'extérieur ne peut régler ce problème qui est extrêmement complexe, au moins aussi complexe que celui du Proche-Orient. Et que ce problème-là, sa véritable résolution ne sera faite qu'en interne, que par les peuples de la région. Donc, je pense cyniquement qu'il faudra, au final, laisser les peuples de la région le régler. Oui, ou le décider. Ou le décider. Par référendum, par exemple. Mais quelle légitimité? Bien sûr. Voilà.
J'ai d'autres questions courtes. Quels seraient les intérêts communs entre la France et les États-Unis? Oui, il faut voir un peu de positif. Alors, sur quoi on pourrait travailler ensemble? On peut Peut-être. travailler ensemble déjà à contenir la Chine économiquement et industriellement, puisque la Chine ne comprend pas qu'elle détruit, ou alors elle le fait sciemment, probablement elle ne comprend pas qu'elle détruit économiquement et industriellement le reste du monde. Hein. Sur les voitures, par exemple, si on la laisse faire, la Chine, sans droit de douane, dans 10 ans, il n'y a plus que des voitures chinoises dans le monde entier, ce qui n'est pas possible. Même l'Inde, qui est en plein développement économique et qui est plus bas que la Chine, a un déficit commercial avec la Chine absolument gigantesque, ce qui posera un problème à l'Inde pour continuer à se développer, si ça continue comme ça. Donc ça, avec les États-Unis, puis peut-être sur quelques autres sujets, j'ai pas d'idée quoi sur ce qu'on peut faire principalement parce que je pense que Trump va pas nous demander notre avis. Mais ponctuellement sur une crise, on peut travailler ensemble, mais je pense que Trump va travailler tout seul. Hein. Ouais, très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'il y a la question de la lutte contre le terrorisme islamiste, mais c'est un terrain extrêmement ambigu parce que les Américains, d'une main, luttent contre le terrorisme islamiste et de l'autre main, l'encouragent et l'instrumentalisent pour affaiblir notamment les Russes, par exemple, et pas seulement. Donc, c'est un terrain extrêmement glissant. Eh oui. Il y a Laurent Ozon qui avait montré des cartes plusieurs fois. Ce qu'ils ont fait au Proche-Orient, de détruire en fait le Proche et Moyen-Orient, une grande partie, ça a fait déplacer 33 millions de personnes et c'est une grosse partie sont partis en Europe. Ils ont eu cette déstabilisation du Proche-Orient a été catastrophique pour l'Europe. Donc, il n'a pas su se défendre, certes, mais c'est quand même les États-Unis qui ont créé ces flux de population gigantesques. Et c'est pas forcément pour les attrister, les États-Unis, en fait. Tout ce qui peut, d'une certaine mesure, affaiblir le compétiteur européen et pas forcément de nature à les attrister. Par contre, c'est ce qui va tuer les États-Unis à force. C'est-à-dire que les autres pays du monde voient qu'être amis des Américains comme les Européens, c'est fatal, comme le disait Kissinger. Je crois que ça s'est énormément vu dans cette crise avec la Russie, avec la coupure des échanges de l'Europe avec la Russie, avec l'explosion de Nord Stream, le gazoduc. Saboté par les Américains. Et c'est très cette façon de jouer le court terme des Américains à chaque fois et d'oublier le long terme finira par leur être fatal. De Gaulle l'avait prévu. Et effectivement, c'est ce qui est en train d'arriver. La crise de confiance envers les États-Unis. Ouais. D'ailleurs, propager l'information comme quoi c'est les Américains qui ont fait sauter Nord Stream, parce que je remarque qu'il y a très très peu de gens en dehors des milieux initiés qui ont compris ça. Hein. Il y en a très peu. Et si c'était porté à la connaissance d'un large public en France, en Allemagne, dans tous les pays d'Europe, cette histoire de sabotage de Nord Stream par les Américains, ça aurait un impact psychologique, à mon avis, qui serait énorme. Bien sûr, et pourtant la presse en a finalement parlé. Ils avaient plus de mais choix. Très peu. Non, mais, très peu. Très peu. Mais, très peu. Mais non, très peu. Ça a été étouffé complètement. Il y a l'information, l'article de Seymour Hersh dans un journal américain a été très peu repris. Très peu. Ouais. Les grands canaux d'information du système ont soigneusement étouffé ça. Et on nous a ressorti la théorie finalement ubuesque que ce seraient les Ukrainiens qui auraient fait le coup. Après qu'on ait abandonné l'idée que c'était les Russes qui l'avaient fait le coup, puisqu'évidemment les enquêteurs danois et norvégiens, norvégiens et allemands ont fini par dire non, c'est pas les Allemands, mais on peut pas vous dire qui c'est, mais c'est pas les Allemands. Alors on s'est rabattu sur un scénario ukrainien qui est grotesque. Les Ukrainiens n'ont absolument pas les moyens logistiques, humains et de savoir-faire pour faire une opération pareille. Il y a quelques grandes nations au monde qui ont ces moyens-là. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine, pratiquement. Mais on nous sert la thèse ukrainienne qui est grotesque. Oui, c'est une façon de désinformer en envoyant différentes informations et personne s'y retrouve. Oui, mais sans craindre le ridicule. Hein. Oui, et sans non plus beaucoup de morale, parce que ça veut dire qu'ils lâchent aux chiens leur allié ukrainien. Oui, Zelensky a démenti. Et mariner les gens. Ouais.
Zelensky a démenti à plusieurs reprises la thèse ukrainienne, évidemment, mais le pauvre Zelensky, évidemment, il n'est pas en position de défier l'ami américain, de toute façon. Hein. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. On arrive, on se fait fixer 1 heure, on essaye de respecter le timing. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Je voulais vraiment vous remercier chaleureusement d'avoir partagé vos analyses et vos réflexions. Je veux remercier aussi Mathieu qui a organisé ce direct. Quant à moi, je voulais m'excuser. J'ai vu qu'il y avait un problème technique avec ma webcam et j'espère que ça n'a pas été trop désagréable. Merci aux internautes qui ont commenté, qui ont posé des questions. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux. On va essayer de répondre au maximum de questions après l'émission. Enfin, je voulais vous dire un mot sur le mouvement politique citoyen. Dont Philippe Murer est le président. Je vous invite vraiment chaleureusement à nous rejoindre pour mener ce combat, pour mener ces débats. Que vous soyez spectateur ou acteur de cette révolution politique qui est en train de se jouer aujourd'hui, chaque voix compte. Donc chaque voix pour reconstruire la France. On a besoin de vous, de votre aide, de votre contribution, de votre participation. C'est vous qui nous permettez d'agir. Je vous invite à visiter notre site mouvementpolitiquecitoyen.fr et à venir adhérer, nous rejoindre. En tout cas, merci à tous et à très bientôt pour une prochaine émission en direct, j'espère, avec d'autres invités, voire les mêmes. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.